Le magazine Tout Éco vous est présenté par l'école Audencia Nantes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tout Éco, le nouveau magazine économique de Télé Nantes en partenariat avec Audencia, l'école de management de Nantes qui nous accueille dans ses locaux, dans cette cafétéria pour cette première. On les en remercie bien sûr. Avec Tout Éco, une fois par mois, nous allons nous intéresser aux grands mouvements, aux grandes tendances qui agitent nos entreprises en profondeur plutôt qu'en surface, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. À chaque numéro, un thème à débattre. Pour découvrir celui choisi pour ce tout premier Tout Éco de la saison, je vous propose d'écouter attentivement les mots utilisés par deux salariés d'une grande surface de Saint-Herblain que l'on a rencontrées. Elles évoquent le nouveau management de leur entreprise. Enfin, moi, je me sens complètement libérée, en fait. C'est vrai que et je me sens vraiment les gens m'écoutent, en fait. Si. Moi, après, je pense que ça fait longtemps que j'attends ça. C'est énorme parce que c'est une grande autonomie, c'est nous responsabiliser aussi. Et puis, c'est nous faire confiance, on en revient toujours à ça. Confiance, liberté, autonomie, écoute, c'est plutôt rare d'entendre ces mots dans la bouche d'employés qui travaillent dans la grande distribution. Derrière ces mots, un nouveau management, plus participatif, plus social, plus humain, plus libéré, disent certains. Alors, est-ce que ce ne sont que des mots? Quelle est la réalité ici en Loire-Atlantique de cet encadrement moins hiérarchisé? Comment est-il mis en œuvre? Avec quelles difficultés? Avec quels résultats aussi? C'est important. On va en parler avec nos invités tout de suite. Mais avant cela, retour sur l'actu économique du mois. Le 17 septembre, la compagnie LD Lines a suspendu ses rotations entre Montoire de Bretagne et Riron en Espagne. Cette autoroute de la mer, lancée en 2010, n'a pas réussi à trouver son équilibre financier malgré une belle fréquentation des transporteurs et des touristes. Les subventions des États français et espagnols doivent bientôt s'arrêter. La compagnie a préféré jeter l'ancre. Le même jour à Saint-Nazaire, sur les chantiers STX, avait lieu la mise sur cale du Loire-Princesse. C'est Neopolia, le réseau nazérien de PME, qui est chargé de la construction de ce bateau de croisière fluviale, mis à l'eau au printemps prochain pour des navigations de 6 à 8 jours entre Nantes et Angers. Par ailleurs, chez STX, les essais en mer du Vladivostok se poursuivent. En pleine crise ukrainienne, la livraison du porte-hélicoptère russe reste suspendue au feu vert de l'État français. François Hollande a promis une décision fin octobre. À Carquefou, les salariés de la CEITA n'ont plus accès à leur usine depuis le 16 septembre. La direction a cadenassé les grilles suite à des dégradations dans les zones de stockage. La fermeture du site est programmée pour début 2015. 327 emplois sont menacés. Lundi 22 septembre, les CEITA sont montés à Paris pour dénoncer une fermeture qu'ils jugent injustifiée. Imperial Tobacco, le cigarettier britannique dont ils dépendent, est l'un des groupes mondiaux les plus rentables. C'est pas juste de fermer une entreprise qui est rentable comme ça, de nous foutre à la rue comme ça pour du pognon. Non, c'est pas vrai. C'est pas juste. On s'est travaillé, on leur a montré. Et puis c'est notre emploi, on le défend. Eux, ils veulent du pognon, nous aussi on veut du pognon, on veut du travail. Au niveau de l'emploi, nos collègues, il va falloir qu'ils cherchent du travail ailleurs. Il va falloir déménager, il va falloir trouver des solutions, il va falloir se former à des nouveaux métiers complètement différents. Et c'est véritablement un énorme tournant pour la vie de tous les salariés qui aujourd'hui sont impactés. Tout ça pour gagner de l'argent, pour payer des actionnaires. Aujourd'hui, on a un taux de rémunération de 13%. C'est énorme. Même le luxe ne rémunère pas aujourd'hui ses actionnaires aussi haut que nous. Liquidation confirmée pour C3 Atlantique, la maison mère du groupe de Saint-Herblain spécialisé dans le placement de chômeurs. Un gâchis pour les 138 salariés. Il y a eu un gâchis de gestion, de management derrière qui a été fatal à la société. Pour C3 Atlantique, on a 19 300 000 € de passifs, ce qui est énorme. Les autres filiales du groupe intéressent davantage les repreneurs. Quant à Thierry Frère, le PDG, il devra répondre d'abus de biens sociaux, abus de pouvoir et recel devant le tribunal correctionnel de Nantes en mars prochain. Enfin, gros succès pour la première édition de la Digital Week à Nantes, plus de 67 000 visiteurs.
Une édition tirée par le festival Scopitone, bien sûr, mais les événements professionnels ont su également tirer leur épingle du jeu, comme le Startup Weekend ou la Journée des robots. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actu économique en Loire-Atlantique ce mois-ci. Nous sommes toujours dans les locaux d'Audencia. Pour ce premier numéro du Tout Éco, nous allons parler de management participatif. Quelle place, quel pouvoir est laissé aujourd'hui aux salariés dans nos entreprises? Nos invités sont là, nos premiers invités. Nicolas Arnaud, enseignant-chercheur, professeur associé de management des ressources humaines chez Audencia. Bonsoir. Bonsoir. Pascaline Héon et Jérôme Jambu de l'entreprise Chronoflex, engagés dans une démarche de libération, on va en parler. Et puis, pas loin de nous, dans le public, je remercie de sa présence le professeur de philosophie André Guigaud. Vous allez suivre nos échanges, vous serez notre grand témoin, observateur privilégié, et vous nous donnerez votre point de vue de philosophe en fin d'émission. Nicolas Arnaud, je commence avec vous. Le management participatif, l'homme au cœur des entreprises, c'est un discours qu'on entend souvent aujourd'hui, qui est un peu dans l'air du temps. Est-ce que cela colle vraiment avec la réalité du terrain ? C'est effectivement une thématique qu'on entend de plus en plus. Ce que je voudrais dire, c'est que le management participatif, il n'est pas nouveau. On a vu apparaître le management participatif dans les années 40, 50, les équipes autonomes dans les années 70 et toute la vague de management participatif dans les années 82. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'hier, ce management participatif, il est important pour assurer le renouvellement économique des entreprises et pour permettre à ces entreprises d'être plus agiles. Mais les organisations pyramidales, très conventionnelles, avec du commandement, des contrôles, rassurez-moi, ça n'a pas disparu. Non, les entreprises pyramidales... La majorité aujourd'hui des salariés vivent ce type d'organisation. Très clairement, les entreprises pyramidales dites commandement-contrôle n'ont pas disparu. Je ne pense pas personnellement qu'elles vont disparaître à très court terme. En revanche, ce qui est certain, c'est que ces entreprises pyramidales, elles ont deux problèmes. Le premier, c'est qu'elles sont coûteuses. Il faut des managers pour contrôler le travail de d'autres personnes et d'autres managers qui contrôlent le travail des managers. Elles sont également peu flexibles. Elles pâtissent d'une forme de rigidité qui, dans ces environnements actuels extrêmement changeants, sont particulièrement problématiques. Alors, autre constat sur l'état de ces entreprises, c'est l'engagement des salariés français au travail. Selon une étude de l'Institut Gallup de 2012, seuls 9% des salariés en France seraient engagés, c'est-à-dire impliqués, épanouis dans leur entreprise. 65% travailleraient dans une relative neutralité. Ils font leur job, mais pas plus motivés que ça. Pire, il y aurait 26% de salariés activement désengagés. Ils ont une vision négative de leur entreprise et sont même contre-productifs. Alors, je me tourne vers Jérôme Jambu et Pascaline Héon. Vous, chez Chronoflex, 250 salariés, vous êtes spécialiste du dépannage de flexibles, notamment pour le BTP et l'industrie. Ça se passe comment? Est-ce que vos salariés sont engagés? Alors, je vais prendre la parole et je laisserai ensuite Pascaline donner un peu plus de détails sur ce qui se passe tous les jours dans notre entreprise. Ce qui est important, c'est qu'on a engagé cette démarche il y a à peu près 3 ans. Cette démarche, on l'a engagée suite à une crise de 2009. Et il nous semblait important de casser tous ces managements intermédiaires, de casser toute cette pyramide hiérarchique. Aujourd'hui, je suis le pilote de cette flotte, de cette flottille de près de 250 personnes. L'objectif, elle est simple, c'est de se dire être le plus proche de nos opérationnels, être le plus proche de ceux qui dégagent de la valeur ajoutée. Et puis Pascaline, qui a 12 ans d'expérience dans l'entreprise, pourrait vous parler de tout ce qu'elle a vécu depuis 3 ans, qui a été une vraie révolution dans son travail du quotidien. Pascaline, vous vous sentez engagée chez Chronoflex aujourd'hui, plus qu'hier peut-être ? Complètement. Je pense que je fais partie des engagés au sein de Chronoflex. Engagé pour nous veut dire qu'on nous donne la possibilité de nous exprimer, de nous impliquer. Pour moi, en fait, la libération, ça a été une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que j'ai pu faire mon travail, parce que bien évidemment, on fait toujours notre travail, mais j'ai pu participer à tout ce qui pouvait se passer au sein de Chronoflex. Alors, Nicolas Arnaud, sur ce manque de motivation supposé des Français au travail, c'est une réalité? C'est le constat aussi que vous faites, vous, en tant qu'enseignant-chercheur? Alors non, ce n'est pas vraiment le constat que je fais en tant qu'enseignant-chercheur. J'utiliserai une enquête qui a eu lieu, qui a été menée au niveau européen en 2013, et qui montre que les Français, pour la énième année consécutive, sont les salariés pour lesquels l'importance du travail est la plus importante par rapport à nos collègues européens. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que en tant qu'enseignant-chercheur, quand on fait des entretiens avec des salariés de tout type de structure, ce qu'on se rend compte, c'est que les salariés, fondamentalement, sont engagés et ont envie de contribuer à l'entreprise. Encore faut-il que l'entreprise leur donne les moyens de contribuer.
très clairement, on a des salariés qui nous disent « je veux avoir de l'autonomie, je veux pouvoir développer des compétences et maîtriser de nouvelles compétences ». Et voilà, je veux pouvoir influencer le devenir de l'organisation. Vous acquiescez, Pascaline, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Arnaud ? Complètement. Complètement, parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de salariés aimeraient travailler, en tout cas chez Chronoflex. Le fait de pouvoir faire les choses, on peut le faire si le responsable donne la possibilité de le faire. Alors, on parle là de libération, d'entreprise libérée. Il faut peut-être revenir sur d'où vient ce terme, ce concept. C'est celui développé par un professeur en management d'une école à Paris, docteur en psychologie. Il s'appelle Isaac Getz. Il a publié en 2009 cet ouvrage, Liberté et compagnie, publié aux États-Unis en 2009, traduit en France en 2012, ouvrage où il dénonce les effets dévastateurs d'une organisation très corsetée et donc où il défend l'idée d'une entreprise libérée. En quelques mots, de quoi s'agit-il quand on libère son entreprise, Nicolas Arnaud ? Alors, l'objectif de la libération d'entreprise, c'est de libérer les énergies pour développer le potentiel d'innovation organisationnelle, produit, process, et finalement influer sur la stratégie. Donc, c'est donner plus d'autonomie aux salariés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est ça ? C'est effectivement de donner plus d'autonomie, mais ces idées-là, finalement, ne sont pas des idées extrêmement récentes. On a, sans faire un cours de gestion des ressources humaines, dès les années 60, on a un chercheur qui s'appelle McGregor qui a mis en place la théorie X versus Y, qui montre que s'il y a une problématique d'engagement dans l'entreprise, c'est avant tout une problématique managériale. Et ces premiers travaux ont donné lieu à un ouvrage d'un collègue américain qui s'appelle Tom Peters en 1992, qui s'appelle Liberation Management. Donc on redécouvre en fait ces notions-là aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui, justement ? Me semble-t-il, on est dans une phase où nos entreprises, sous la pression de leurs environnements concurrentiels, qui les invitent à maîtriser davantage les délais, à maîtriser davantage les coûts, à renouveler leur gamme et leur offre, et en même temps avec une pression interne, avec des salariés qui sont en attente de pouvoir contribuer et influer davantage sur le devenir de leur organisation, on a deux forces finalement qui convergent vers un renouveau des pratiques managériales. Alors, on a parlé d'Isaac Getz. Je vous propose justement de l'écouter. L'an passé, il a donné une conférence à Lille. Il donne des conférences un peu partout à travers le monde. Il a donné cette conférence à Lille pour exposer justement les bienfaits de l'entreprise libérée. Dans l'extrait de conférence qu'on va entendre, il nous donne l'exemple d'une entreprise libérée. C'est une histoire belge. J'ai choisi de parler d'un ministère. Alors, je vois des gars inquiets, ce n'est pas en France. C'est en Belgique. En réalité, c'est une histoire belge. Alors, quand vous visitez cette entreprise, la DRH vous montre les principes qui guident cette entreprise-là. Alors, il parle anglais là-bas entre les Wallons et les Flamands, vous avez compris. Alors, il ne motive pas des gens, ils font confiance. C'est de la présentation de la DRH, du ministère. Ils ne managent pas les gens, ils les aiment. Ils ne travaillent pas au ministère, il prend plaisir pour travailler. Et puis, ils ne se plaignent pas, il apporte des solutions et les met en place. Elle croit tellement au bonheur parce que les salariés dont trois besoins sont satisfaits, non seulement sont enthousiastes et énergiques, mais ils sont heureux aussi, qu'elle cite ces chiffres-là. La différence entre un salarié heureux et un salarié qui est malheureux. Il est 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent, il est 55% plus créatif, il est 9 fois plus loyal. Donc, c'est possible dans un ministère belge, c'est possible donc partout. Alors, est-ce possible partout, c'est la question posée. Chez Chronoflex, Jérôme Jambu, est-ce que vous êtes, vous aussi, comme dans ce ministère belge, à la recherche du bonheur ? Alors, le bonheur, il ne se décrète pas. C'est important de le dire. Alors, nous, on a une de nos valeurs chez Chronoflex, c'est la performance, pas le bonheur. On est convaincu, et cette valeur, on l'a construite avec l'ensemble des salariés, on est convaincu que sans bonheur, il n'y a pas de performance. Donc, on fait en sorte d'essayer de trouver tous les jours les moyens de susciter la prise d'initiative de nos équipes. On fait en sorte tous les jours de les encourager à prendre des risques. On l'évoquait encore dans la voiture tout à l'heure, toute personne qui ne fait pas d'erreur sous-entend qu'elle n'a pas pris de risque. Donc, mais ça ne se décrète pas. Il faut créer l'environnement favorable. Il faut créer un environnement enrichissant, nourricier, positif, épanouissant. Il faut faire participer l'ensemble des équipes à l'ensemble des ex-CODIR, comités de direction, qu'on a appelé aujourd'hui nous débrief. La porte elle est ouverte, les fenêtres sont ouvertes, tout le monde peut participer.
tous les groupes de travail, ce sont les équipes qui décident, collectivement parlant, de changer une orientation, de changer un produit, de changer les tenues de travail comme ils l'ont fait il y a un an, de changer l'opérateur de téléphonie. Il n'y a plus de patron? Alors, il n'y a plus de patron. On me nomme dans Pascaline, l'entreprise il n'y le a plus de patron pilote. chez Chronoflex? Il y a toujours un référent, mais non, en tout cas, le mot patron n'existe plus au sein de Chronoflex, ça c'est sûr. Après, en effet, il va être là, nous on appelle ça plutôt comme un coach. Il va être là pour nous aider dans tout ce qu'on va essayer de mettre en place, de décider. Donc c'est plus une aide, c'est plus le mode directif, c'est vraiment le mode accompagnement. Et qui tranche alors, dans ces cas-là? Nous. Vous? En fait, si on a la... C'est quoi? C'est un mode de décision collectif? Tout à fait. Et si jamais on a on peut appeler ça une ligne de flottaison, c'est-à-dire qu'en effet, on n'est pas dans le monde des bisounours, on ne fait pas tout et n'importe quoi. On reste on part du principe que si ça ne dépasse pas les budgets qui ont été faits les années précédentes, on a feu vert, entre guillemets, de faire ce qu'on a envie, tout en sachant qu'ils sont là quand même pour donner leur point de vue et nous soutenir dans nos choix. Comment ça s'est déclenché, ça? Vous êtes engagé dans cette démarche à un moment où Chronoflex ne se portait pas bien, c'est ça? Alors, on s'est engagé dans cette démarche post-crise. 2010, 2 chiffres, moins 34%, première année de régression, moins 60 salariés dans l'entreprise. Et là, Alexandre et moi-même avons engagé une démarche, c'est de dire plus jamais ça. Et on se rendait compte que le porte-avions Chronoflex, qu'on le dénominait comme porte-avions, était peu agile, peu flexible, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Et donc, on a engagé cette révolution avec nos équipes, cette réflexion de nos équipes. On a reconstruit la vision, on a reconstruit les valeurs. Et ça prend du temps, c'est des réunions, des concertations. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise s'arrête, vous arrêtez de produire, vous arrêtez de servir? Alors, le premier travail, il était sur moi-même et Alexandre, pour ne citer que nous deux. Vous aviez 2 excellents ex-commandement contrôle, très directifs, très pyramidal. On était les N+6, plus 7 de nos opérateurs, de tous ceux qui créent de la valeur ajoutée. Ça fait rire Pascaline, votre collaboratrice. Et l'idée, ça a été de casser tous les niveaux de management intermédiaire et de construire avec les équipes, étape par étape, l'ensemble des process, l'ensemble des gestions d'ateliers, l'ensemble de cette construction de ce chemin qu'on a engagé. Et on estime qu'on n'est qu'à 20% du chemin engagé. Donc vous imaginez le chemin qui nous reste à faire. Ça prend du temps. Vous aviez du temps pour faire ça? Alors que vous étiez en pleine crise? On prend le temps. Mais ça s'organise. Après, c'est en équipe, en fait. Maintenant, on fonctionne vraiment... Tout fonctionne en équipe, donc du moment que votre collègue est là ou est disponible, on peut s'investir dans pas mal de choses. S'investir, ça veut dire prendre du temps aussi sur les horaires habituels, donc peut-être davantage dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des compensations salariales pour tout ça? Pas de compensation? Non. C'est quoi? C'était du volontariat? C'était de la bonne volonté? Tout est volontaire. Tout se fait par le volontariat, donc après les gens ne sont pas obligés de le faire. Donc c'est vraiment nous qui allons vers les ateliers, vers tout ce qui peut se passer chez Chronoflex. Tout le monde s'est engagé dans la démarche ou il va y avoir, comme vous expliquiez tout à l'heure, les engagés, les désengagés, les activement désengagés. En effet, il y en a dans toute société. Mais là, justement, 20% du chemin est fait, donc on est sur la route pour que tout le monde s'investisse. Alors la démarche a été engagée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Le premier saut en parachute a été réalisé, parce qu'on a appelé ça un saut en parachute. Vous savez, quand vous sautez d'un avion, généralement il est difficile de remonter dedans. Si lâcher le parachute et puis bien atterrir, le premier saut en parachute s'est fait le 7 janvier. Pas de marche arrière possible, c'est ça? Pas de marche arrière possible. 7 janvier 2012. Quel résultat aujourd'hui? Transformation très forte. Je parle au niveau de la croissance, au niveau de la performance. Alors, j'ai plaisir à dire, et si Alexandre, notre président, était présent, j'ai plaisir à dire que la meilleure année de Chronoflex depuis 18 ans, c'est l'année 2013. Quand je dis la meilleure année en termes de profitabilité. Et puis un deuxième chiffre, on est assez fiers de le dire, mais on vient de mettre 60 salariés de plus dans l'entreprise, 60 recrutements de plus sur le terrain, donc on est en pleine croissance, ce qui sous-entend peut-être que le pourcentage de personnes engagées dans l'entreprise, on en discutait avec Pascaline tout à l'heure dans la voiture, pas 15, 20%, 25%. Ouais, c'est peut-être aujourd'hui le pourcentage de personnes engagées dans l'entreprise. Alors Chronoflex est l'une des entreprises souvent citées en exemple pour parler des entreprises libérées en Loire-Atlantique. On cite souvent aussi IMA Technologies, un centre d'appel nantais qui a fait l'objet d'une étude approfondie de votre part, Nicolas Arnaud, et de vos équipes dans ces cahiers de l'innovation publiés chez Audencia. Aujourd'hui, ces PME font-elles des émules ou il s'agit de cas isolés? Non, très clairement, ce qu'on observe, c'est que ces entreprises font des émules. Il y a une prise de conscience d'un ensemble d'acteurs et d'entreprises importantes par rapport à la nécessité de revoir leurs pratiques managériales pour gagner justement en agilité, pour gagner en flexibilité à travers l'innovation. Donc il y a davantage d'entreprises aujourd'hui qui se lancent dans cette démarche-là?
À ma connaissance, oui, il y a des entreprises, certes, sur le territoire des Pays de la Loire, mais aussi dans d'autres belles régions de France. Voilà pour ces premiers échanges. Merci Jérôme Jambu, merci Pascaline Néon pour votre témoignage. Nous allons poursuivre notre débat avec d'autres invités qui vont venir vous rejoindre, Nicolas Arnaud, juste après le prochain reportage dans le quartier du Sillon de Bretagne à Saint-Herblain, chez Auchan. Sous l'impulsion du directeur, le magasin et ses 330 salariés sont sur le chemin de la liberté, tel que l'entend Isaac Gates. Depuis 1 an et demi, les salariés les salariés qui le veulent, travaillent davantage en autonomie. Laetitia connaît la musique. Cela fait 23 ans qu'elle travaille dans ce magasin. Je vais faire un double du ticket et puis je vais le mettre à l'accueil. Ils vous remettront sur la cagnotte à ce moment-là. Depuis 1 an, elle a davantage de liberté à son poste. C'est la liberté pour nous de prendre des décisions par rapport à des prix qui ne seraient pas cohérents entre ce qui passe en caisse et ce que le client a pu voir en rayon. Un paquet de gâteaux qui passerait à 1,50 et que le client nous dit qu'il l'a vu à 1,40, on fait 10 centimes de ristourne sans demander l'avis de personne, sans aller vérifier le prix en rayon comme ça se faisait avant. Avancez. Aujourd'hui, on n'est pas que hôtesse de caisse, on est un individu à part entière avec un cerveau qui fonctionne et qui peut amener des idées. Des idées comme ce journal interne qu'elle prépare avec 3 de ses collègues. Sa chef lui a dégagé 2 heures tous les 15 jours pour s'en occuper. On enlève tous les freins, tous les verrous. Mon métier, c'est de faciliter le travail de chaque coéquipier, parce que maintenant, on ne parle plus de collaborateurs. Depuis la semaine dernière, on a décidé d'être ensemble des coéquipiers sur le magasin. Une nouvelle politique managériale est donc à l'œuvre dans cette grande surface depuis 1 an et demi. Plus d'autonomie, plus de confiance, moins de hiérarchie, moins de contrôle. Il s'agit de redonner la main. Sur les 330 salariés, 20 à 25% sont totalement engagés dans cette démarche. Alors, pour le corps ou pour le visage? Pour le visage. Pour le visage. Ça va être juste en face, le rayon qui est juste en face, sur votre droite. Je reçois les commerciaux, je passe les commandes, je gère les tracts. Avant, on ne faisait pas tout ça, quoi. Avant, on passait les commandes parce qu'on nous les préparait et on les saisissait. Maintenant, c'est nous qui prenons la décision. On se sent beaucoup plus engagé. On n'est pas un rayon parmi tant d'autres dans la grande distribution, quoi. On a une grille d'évaluation avec un certain nombre de critères, notamment la prise d'initiative sur le domaine commercial ou sur le domaine relationnel avec le client. Et donc tout ça est évalué et on retrouve forcément une gratification, en tout cas à travers ces critères. Le montant maximum qui puisse être, donné à un collaborateur sur cette rémunération variable est l'équivalent d'1 mois de salaire. On va mettre un peu de lumière. À l'origine de toute cette évolution, Christophe Jolivet, pur produit de la grande distribution, lassé des organisations pyramidales traditionnelles, il a décidé de libérer son entreprise. Ça, c'est notre salle. Donc, c'est une salle qui a été installée par des salariés du magasin. J'ai eu cette bonne nouvelle en revenant de vacances. Je ne crois pas que les générations actuelles ou les générations futures fonctionneront sur le même schéma de management que celui que moi j'ai connu. Ça sera beaucoup plus participatif, ça sera beaucoup plus responsabilisant, parce qu'aussi on a des personnes beaucoup plus formées ou des personnes qui peuvent se former aussi beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Nous sommes en train de découvrir ou de défricher une nouvelle façon de fonctionner ensemble, ce qui est vraiment passionnant. Quels sont les résultats de ce nouveau vivre ensemble en entreprise? Pas de chiffres communiqués, mais il paraît que la direction centrale du groupe Auchan s'intéresse de près à l'expérience de Saint-Herblain. Voilà pour ce reportage chez Auchan Saint-Herblain. Nous ont rejoint sur le plateau du Tout Éco Yann Trichard, cofondateur de Site Conseil, entreprise de services informatiques à Saint-Herblain. Michel Mézard, directeur général de la SNAT, société de transport à Saint-Nazaire, c'est une coopérative. Et Sébastien Alix, président du syndicat CFTC 44. Et Nicolas Arnaud est resté avec nous. Alors on l'a vu dans ce reportage, la démarche de redonner la main aux salariés, leur accorder plus de liberté, plus de pouvoir. À l'origine, c'est le patron qui donne l'impulsion. Ça s'est passé comme ça chez vous aussi, à Site Conseil. C'est vous, Yann Trichard, qui avez donné l'impulsion de départ? Oui, obligatoirement, il faut que le patron soit motivé. Et pour se dire, on lance, on y va. On était avec Alexandre Gérard et
et Christophe Collignon, on discutait Voilà. et on a vu... Ma technologie, Chronoflex, c'est un petit monde, hein, les entreprises libérées. Hein. Oui, tout le monde se connaît. C'est des copains au départ et on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer des choses différemment? Et puis on parle de Design Gates, on voit ça et on se dit, OK, on lance et donc on fait sauter tous les verrous et tous les niveaux hiérarchiques. Nicolas Arnaud, c'est une des conditions, il faut que ça vienne du patron au départ. Oui, très clairement, ce qu'on observe, pour tous les changements organisationnels, c'est qu'il faut que ça vienne du patron. Et en particulier quand on parle d'entreprise libérée, puisque le changement est tellement radical que si le patron ne montre pas l'exemple, forcément, ça ne peut pas suivre. Alors, dans le reportage, pour que ça suive aussi, il faut que les salariés adhèrent. On a vu, tous les salariés d'Auchan n'adhèrent pas à cette démarche. Et on peut les comprendre. Hein, ça demande davantage de travail, de responsabilité. Non, vous ne le voyez pas comme ça Non, je ne crois pas que c'est davantage de travail. Je crois que c'est davantage de liberté. En fait, il y a deux choses sur lesquelles on travaille. C'est la confiance. C'est le premier thème à l'intérieur d'un cadre qui est un cadre de valeurs. Et du coup, en fait, les gens peuvent s'épanouir à l'intérieur de ce cadre de valeurs. Il n'y a pas besoin de travailler plus, on travaille différemment. Et on gagne du temps, par contre, parce qu'on ne contrôle pas. Mais c'est plus de responsabilité, donc forcément, on s'engage davantage. Ça voudrait dire qu'on considère que le travail de quelqu'un est déresponsabilisé si on ne lui fait pas confiance. Non, c'est pas plus, c'est pareil, sauf qu'on ne le contrôle pas. Et ça fonctionne, sans contrôle. Ah oui, moi, je n'ai pas signé un chèque dans l'entreprise depuis 5 ans. Nicolas Arnaud, il y a quand même des freins de ce côté-là, non les salariés ne veulent pas tous s'engager et prendre ces responsabilités. Ça veut dire prendre un petit peu le travail du chef, entre guillemets. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que nous disent tous les salariés qui sont amenés à se voir attribuer davantage d'autonomie. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on peut créer une typologie de différents coûts qui sont des coûts individuels. Ça leur coûte socialement parce qu'il faut, comme le disaient les personnes de chez Chronoflex, il faut parler davantage avec ses collègues pour prendre des décisions collectives. Et ça, c'est coûteux parce que des fois, on froisse ses collègues, très simplement. Il faut aussi accepter de prendre des responsabilités supérieures. Et à la fin du mois, finalement, on reste toujours le salarié lambda en bas de l'échelle. Et donc, on a beaucoup de salariés qui s'interrogent sur l'évolution de la rétribution et en tout cas de l'évolution de la relation d'emploi, parce que la relation de travail, elle, a changé. Alors, vous avez fait évoluer cette grille de salaire, Yann Trichard, dans votre entreprise? Oui, mais moi, je crois qu'on est dans des spirales dynamiques. La spirale dynamique, c'est quoi? À partir du moment où l'entreprise gagne, elle rétribue plus. On recrute plus de personnes. C'est ce qui vient de se passer chez Chronoflex. Chez Site Conseil, on a recruté 16 personnes depuis le début de l'année, alors qu'on n'est pas dans des périodes qui sont euphoriques. En ce moment, on donne une possibilité aux gens de travailler différemment, d'avoir cette reconnaissance qui est le premier niveau de rémunération qu'il y a. Et ensuite, si l'entreprise gagne plus d'argent, eh bien, elle le redistribue. Elle le redistribue à la société civile, elle le redistribue à ses collaborateurs. Donc on a par exemple, nous les collaborateurs, on dit ce qui est important, c'est qu'on redistribue une partie de notre bénéfice à la société civile. Moralité, 10% du résultat de l'entreprise tous les ans depuis 4 ans maintenant est donné à des associations caritatives, sociétales et environnementales et c'est piloté par les collaborateurs. Ça n'existait pas, c'est une sorte de libération. Alors, autre exemple d'entreprise, c'est les coopératives, les SCOP. Vous êtes directeur général, Michel Mézard, d'une grosse coopérative sur le département, à Saint-Nazaire précisément, la SNAT, une société de transport. Quel regard vous portez à ces entreprises qui se libèrent, entre guillemets? Un regard obligatoirement bienveillant, parce que... un petit peu plus près de votre bouche. Un regard obligatoirement bienveillant, puisque les SCOP, elles se sont libérées toutes seules. Hein. C'est les salariés qui ont libéré l'entreprise en prenant le contrôle à un moment donné en ce qui concerne la SNAT. Et je pense que ce n'est pas tant une question de statut qu'une question de vision. C'est-à-dire que l'entreprise participative, c'est l'entreprise de demain. Je pense que l'entreprise de demain vivante sera participative. Oui, ça existe depuis... Là, la SNAT est coopérative depuis plus de 30 ans maintenant. Ça fait 30 ans que 14 salariés de l'entreprise ont repris cette entreprise de transport qui avait déposé son bilan. Et aujourd'hui, vous parlez d'actionnariat, ce sont les salariés qui sont actionnaires de l'entreprise. Oui, on participe dans tous les sens, y compris dans le partage du résultat, puisque lorsqu'on a un résultat à la fin de l'année, un tiers est distribué en participation à l'ensemble des salariés et au même niveau, quel que soit le poste et la fonction du salarié dans l'entreprise, un tiers aux actionnaires, donc
aux salariés eux-mêmes qui sont tous actionnaires, puisqu'on est tous actionnaires à la SNAT. Et le troisième tiers reste en réserve impartageable. Et tous acceptent d'être actionnaires sans rechigner ? Ça fait partie du code génétique de l'entreprise. Donc, le recrutement, au moment du recrutement, on ne recrute pas seulement un collaborateur, on recrute aussi un coopérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va partager l'aventure de l'entreprise jusqu'au bout. Vous diriez que vous êtes une entreprise libérée, finalement ? Oui. Avant l'heure, peut-être ? Oui. Elle ne s'appelle pas comme ça, parce que les sociétés coopératives sont très anciennes, hein, donc elle ne s'appelle pas entreprise libérée, mais je suis certain que ce modèle-là est un modèle d'avenir. Alors pourquoi pas une SCOP, Monsieur Trichard ? Alors, moi, ce n'est pas une SCOP, mais je dois avoir, sur 76 personnes dans l'entreprise, je dois avoir une vingtaine d'actionnaires quand même. Donc, on a créé un modèle différent. C'est un modèle différent. Pourquoi pas ? On n'y a pas pensé quand on créait. J'ai créé en 99. On s'est dit, on crée une entreprise. On était 3. Et au fur et à mesure, on a fait rentrer des associés nouveaux en fonction de leur implication, etc. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, au bout d'une certaine implication, on laisse rentrer les personnes. Le modèle de SCOP est un modèle particulier. Je ne crois pas qu'il soit le seul qui soit possible. Il est très intéressant. On l'étudie beaucoup. On le regarde avec beaucoup d'intérêt. Et on a pris une démarche qui était différente à l'origine. Michel Mézard, oui, je crois qu'il ne faut pas opposer les SCOP aux entreprises dites traditionnelles. C'est un statut. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que la libération de l'entreprise, c'est une question de vision. Ce n'est pas une question de statut. Merci pour cette précision. Un mot avec Sébastien Alix, on ne vous a pas entendu jusqu'à présent. Que dit le syndicaliste que vous êtes de ce nouveau management plus participatif ? De toute façon, nous sommes pour, nous, à la CFTC, parce que le slogan de la CFTC, c'est l'humain d'abord. On considère depuis toujours que c'est l'être humain qui fait tourner l'entreprise. Donc s'il est épanoui, responsable et considéré comme un adulte, l'entreprise ira très très bien. Vous y croyez ? Vous pensez que les exemples qu'on a montrés vous semblent probants, ou d'après l'expérience que vous avez D'après l'expérience qu'on a, et surtout depuis 2008-2009 avec la crise, si vous voulez retrouver de la croissance dans une entreprise, il faut que vos salariés arrivent le matin épanouis et heureux. S'ils arrivent avec la peur au ventre pas bien, ils vont se mettre des freins et l'entreprise ira dans le mur au bout d'un moment. Donc le but, nous, en tant que CFTC, quand nous sommes dans une entreprise, c'est le dialogue permanent avec les responsables de l'entreprise, leur disant voilà, ça fonctionne. Ça, il faut le tenter. On va voir ce que ça va donner. On se revoit dans 6 mois. Ça a marché, ça n'a pas marché. On essaie de corriger le tir rapidement et très très vite. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par ces patrons aujourd'hui, plus qu'hier ? Il y a une nouvelle génération de patrons qui arrive actuellement sur le marché. Il faut penser que nous avons affaire ici dans le département à des TPE, des PME, pas des entreprises du CAC 40. Ça, je tiens à le dire, étant donné qu'actuellement, on ne parle que des entreprises du CAC 40. Ici, vous avez des entreprises avec un maillon entre 30, 40, 150, 120 salariés. C'est presque de l'entreprise familiale dans certains endroits. Lorsqu'il y a 2 ans, nous avons mené la campagne pour les très petites entreprises, pour qu'il y ait une représentativité qui soit dans ces petites entreprises, on a constaté que certains patrons nous demandaient, voilà, moi dans mon entreprise, je veux tenter ceci, j'ai personne en face de moi. Comment on va faire ? Il faut qu'on dialogue en permanence. Et s'il y a un dialogue, le salarié se sent investi à un moment donné et pris pour un adulte et puis un enfant, parce que dans certaines entreprises, certains se considèrent pris comme des enfants. Et là, on progresse. Et de toute façon, le monde est en train de muter. Et nous, syndicats, nous devons muter dans la façon de voir les choses et comment fonctionne l'entreprise. Je pense que le management participatif a mis fin à la lutte des classes dans l'entreprise. Carrément. Oui. Voilà. Il n'y a plus de lutte des classes dans les entreprises aujourd'hui. Non, parce que tout le monde se retrouve impliqué à un moment donné et navigue dans le même bateau. Il reste encore des frictions dans les entreprises aujourd'hui. Évidemment qu'il y en aura des frictions. Il y aura toujours des frictions dans une entreprise. La CITA, ces 3 consultants, voilà, il y a des... Il y a toujours des frictions. Mais ce sont des entreprises qui, à un moment donné, ont malheureusement pas pris le bon virage. Beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés actuellement viennent du management. Actuellement, le département connaît un développement des emplois de services et des entreprises de services, plateaux téléphoniques, avec des rythmes, une productivité qui est demandée et un chiffre à faire tous les mois. Le but actuellement, c'est de dire votre salarié est bien, il y a moins de turnover, moins d'arrêt maladie, ça coûte beaucoup moins cher à la collectivité
et vous avez moins d'entretien préalable de licenciement pour inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise. Ce que vous décrivez, c'est, Nicolas Arnaud, les coûts cachés dans une entreprise traditionnelle, c'est bien ça? Oui, les arrêts maladie. Très clairement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et en plus de ça, effectivement, tout ce qui est coûts cachés, c'est baisse de la productivité du fait d'un taux de turnover important. L'absentéisme est évalué à entre 7 et 9 milliards par an au niveau de la France. Donc très clairement, tout ce qui va dans le sens d'un management plus participatif, qui résout du même coup, et c'est ce qu'on observe en pratique, à la fois des problématiques de performance économique et en même temps des enjeux de performance sociale. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre tous ces éléments-là. Est-ce que cette démarche davantage de participation, on obtient une entreprise où les salariés se sentent mieux, où il y a davantage de bien-être? Est-ce qu'on est sûr de ça? C'est très clair. Et ça se mesure très simplement par le turnover. Turnover, on vient d'en parler. Dans une entreprise où on a plaisir à aller travailler, on arrive le dimanche et c'est sympa de venir le lendemain. Nous, on suit ça tous les ans. On construit la stratégie groupe à 3 ans, tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. On fait des groupes de travail et on réfléchit sur quelle entreprise on veut au niveau social, au niveau sociétal et au niveau économique. On crée ça ensemble. À partir du moment où on crée ensemble, c'est nous qui sommes tous acteurs de ça. Et donc, quand on est tous acteurs, on est beaucoup plus d'accord avec ce qui va se passer. Et si on n'est pas d'accord et qu'on peut le dire sans se faire réprimander, eh ben c'est beaucoup plus sympa. Et donc, entre entreprises libérées, on est un petit club des leaders libérateurs. Là, je vois les gens de Chronoflex rigoler. C'est vachement sympa. Les collaborateurs se voient entre eux, on se crée des groupes, on parle de nos problèmes, on parle des difficultés, on parle de comment on peut faire avancer les choses, des expériences qui ont réussi, et on fait sauter les cloisons. Et c'est super intéressant. Et je parlais à l'instant, Sébastien Alix disait juste, ça fait depuis très longtemps qu'il travaille avec l'humain au cœur de l'entreprise. On est pour un certain nombre sortis du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et le Centre des jeunes dirigeants depuis 1938 parle d'une économie au service de l'homme. C'est quand même un fond qui est là. Et je pense qu'avec la génération Y, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent maintenant, on a besoin de management différent, on a besoin de plus d'autonomie. Vous vouliez ajouter quelque chose, Nicolas Arnaud? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'au-delà de la réduction effectivement du turnover et de l'absentéisme, ce qu'on observe aussi, c'est une corrélation extrêmement forte sur la marque employeur des entreprises. Et donc de là, en fait, en découle une attractivité supérieure de ces entreprises sur le marché de l'emploi, local, national, voire international. Alors, pour étayer notre conversation autour du bien-être au travail, 2 chiffres simplement rapidement tirés du baromètre Malakoff-Médéric sur la santé et le bien-être au travail en Pays de la Loire en 2013. 65% des salariés interrogés se disent heureux en entreprise chez nous, mais 37% se disent quand même stressés et 50% estiment ne pas dormir assez. Michel Mézard, est-ce que vous avez des exemples, vous, au sein de votre entreprise, de management social ? L'exemple, il est permanent chez nous, le management social, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'ils sont tous actionnaires. On a des assemblées générales une fois par an d'actionnaires, donc tous les collaborateurs sont là. On travaille sur la stratégie avec eux en conseil d'administration. On reporte toutes nos décisions de conseil d'administration à l'ensemble de nos actionnaires, donc à nos salariés. Donc on a une transparence qui est extrêmement forte au sein de l'entreprise. Et vous le ressentez quotidiennement au sein de l'entreprise quand vous croisez vos salariés, justement? Oui, il y a une pression supplémentaire sur vous en tant que directeur général? Il n'y a pas de pression. C'est vrai que j'ai mes actionnaires sur le dos à longueur de journée. Mais en même temps, ils sont beaucoup plus pointus sur les difficultés ou sur les idées qu'on peut avoir dans l'entreprise qu'un actionnaire extérieur qui aura peut-être une vision probablement un peu plus élevé, peut-être un peu plus stratégique. Et encore, c'est pas dit. On a souvent des questions de bon sens posées par nos actionnaires au jour le jour. Et vous êtes tenu de les écouter? Mais j'ai plaisir à les écouter. Sinon, je serais pas dans cette entreprise. C'est naturel. Alors, dans ce management participatif plus humain, est-ce qu'il n'y a pas, on vous donne plus d'autonomie, vous allez pouvoir faire davantage de choses par vous-même. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anarchie? Non, il n'y a pas de risque d'anarchie parce que les gens sont responsables. Il y a risque d'anarchie si on a peur.
À partir du moment où on a confiance, la peur s'efface. Le principal frein à la libération d'entreprise, le principal frein à l'innovation, c'est la peur. Dès qu'on retire la peur, alors on crée les choses. Moi, j'ai pas peur, et aujourd'hui, après plusieurs années effectivement de libération, comme chez Chronoflex, comme chez IMA, on n'a pas de bêtises. Et si jamais il doit y en avoir, c'est parce qu'on a pris un risque et on a fait une erreur, et ça n'a aucune espèce d'importance. C'était juste une expérience au profit effectivement d'une évolution. Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Si on commence à mettre des limites, on ne libère plus. Mais il y a quand même des limites, il faut bien un peu cadrer les choses. Il y a un vrai cadre. Un gros mot là que je viens de prononcer. Non, il y a un vrai cadre, ce sont les valeurs. Chez Site Conseil, les valeurs, c'est intégrité, respect, solidarité. Si on n'est pas intègre, si on n'est pas solidaire, d'accord, on n'a pas cette démarche-là. On est obligé d'être dans cette démarche-là, et ça, c'est la loi. C'est-à-dire que si jamais effectivement on contrevient, n'importe quel collaborateur contrevient à ces 3 valeurs fondamentales, alors là, par contre, on est hors jeu. Et là, du coup, il n'y a plus de discussion possible. On sort de l'entreprise. Nicolas Arnaud ? Oui, ce qui me semble, c'est il ne faut pas penser que l'entreprise libérée ou le management participatif, c'est l'abolition du management. En réalité, c'est une redéfinition des pratiques managériales pour sortir d'une fonction managériale qui consisterait uniquement à contrôler le travail des autres et faire de ces managers de nouveaux managers avec une logique d'accompagnement, une logique de coaching, une logique de pilotage, une logique de représentation aussi de l'entreprise à l'extérieur de ses frontières. Donc très clairement, c'est une redéfinition du management et non pas l'abolition du management. Malgré tout, le rôle des responsables intermédiaires disparaît un petit peu, non ? Ils sont moins présents, les managers intermédiaires. Mais, me semble-t-il, ils ne sont pas moins présents, ils sont présents différemment, avec l'idée de, encore une fois, je vais me répéter, hein, mais d'être dans une logique d'accompagnement et de développement des compétences des salariés qu'ils managent finalement. Il n'y a pas une crainte de leur part, peut-être d'être moins légitimes aux yeux de leurs collaborateurs ? Si, très clairement, ça, les recherches le montrent, les managers de proximité. Alors, ça fait réagir. Moi, j'ai toujours comparé une entreprise à une équipe de rugby. Vous avez un demi de mêlée qui dirige la mêlée, mais de temps en temps, c'est la mêlée qui lui dit ce qu'il doit faire et comment il doit sortir le jeu. C'est tout simple. Et si vous avez un très bon demi de mêlée qui sent tout de suite et qui est l'intermédiaire face au capitaine, vous avancez. C'est tout simple. Le problème, c'est qu'on a, depuis des années, mis des freins à beaucoup de choses. On est dans une structure pyramidale. Ça me fait penser au cours d'histoire que j'avais à la fac du Mésil, la société en 3 hiérarchies. On est en train d'évoluer très rapidement et beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans. Vous avez des gens qui sont adultes dans les entreprises à 23 ans et vous avez des gens à 45 ans qui n'ont 20 ans d'expérience mais aucune compétence parce qu'ils se sont encroutés dans leur métier. Et les jeunes de 20 ans, de temps en temps, ont des idées. Il faut les laisser avancer et progresser. Qui se sont encroutés ou qu'on a laissé s'encrouter aussi, hein. Les deux. À un moment donné, il y a des gens qui sont en rupture parce qu'on leur a promis quelque chose qui n'a pas eu lieu. Et malheureusement, ils sont à un moment donné, il faut qu'ils puissent redémarrer. Et d'avoir quelqu'un à côté qui lui dit, voilà, moi, j'ai confiance en toi, tu as 10 ans d'expérience dans l'entreprise, apporte-moi ce que tu as appris, et moi, je vais pouvoir échanger avec toi, on peut progresser, et le salarié revient petit à petit dans le jeu de l'entreprise. Ça veut dire moins d'arrêt maladie, moins de burn-out et moins de visites à la médecine du travail. Donc quelqu'un qui revient. Vous avez des salariés qui, à un moment donné, sont en rupture totale. Pourquoi ? Il y a plein de choses qui se sont passées. Et de pouvoir revenir petit à petit et de se réintégrer dans un groupe, ils sont à nouveau des meneurs. Et comme ils se sentent d'être des meneurs, vous limitez les crises dans une entreprise et notamment des conflits qui pourrissent le management en permanence. Sur le rôle des managers intermédiaires, ils perdent un peu de pouvoir ou pas ? Au début, ils ont l'impression d'en perdre. Et juste derrière, un jour, ils vont être chefs de projet et donc leader sur un sujet. Et le lendemain, sur un autre sujet, ils vont dire non, je ne suis pas le plus légitime pour le faire. Et donc, c'est un de leurs contributeurs qui va devenir leader sur le projet. On tourne. Comme on est sur des cycles de plus en plus rapides. Quand même. Mais pourquoi ? Ça se fait pas comme ça. On vous a appris, vous avez été à l'école, etc. On vous a dit vous allez être manager et du jour au lendemain on vous dit désormais sur ce dossier-là c'est plus toi le pilote. Oui, il y a une pub géniale qui disait on a toujours fait comme ça. Mais c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est une bonne solution. Non, il faut se mettre en avant. On est sur des cycles courts. Plus ça va, plus il faut être extrêmement réactif. Et si le demi de mêlée à un moment donné est au tapis, il faut qu'un autre vienne tout de suite prendre la place et pas qu'on attende monsieur le demi de mêlée là, si tu peux te relever pour repartir. Mais s'il est abîmé, il faut mettre quelqu'un d'autre. Et là, donc l'entreprise libérée est prête. Parce que les gens qui sont à côté sont prêts à prendre des responsabilités. Parce qu'on ne va pas venir leur dire que c'est bien ou pas bien. On va leur dire, on va les encourager à le faire. Et donc évidemment, au moment où ça arrive et on dit, OK, plus de management.
en tant que tel à l'ancienne. C'est-à-dire plus de reporting, plus de contrôle, mais plutôt de la coordination et de l'animation d'équipe. Alors on crée une nouvelle dynamique. Vous êtes d'accord avec cette vision-là des choses, Michel Mézard ? Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, les managers intermédiaires, ils sont plus en danger, ils se mettent beaucoup plus en danger dès le départ avec ce type de fonctionnement-là, sauf qu'ils sont récompensés très rapidement par les collaborateurs avec lesquels ils travaillent, parce qu'il y a une vraie reconnaissance et il y a une vraie valeur ajoutée dans l'accompagnement. Et donc on passe plutôt du contrôle et du reporting à un accompagnement, et ça valorise complètement le management intermédiaire. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que le manager doit dire « suivez-moi et pas en avant ». On doit complètement changer la mentalité. Et il doit briefer son équipe derrière, comme disait M. Trichard. S'il est à terre, il y a quelqu'un qui est capable de reprendre le boulot derrière et d'aller encore de l'avant, tout simplement. Alors ce changement de mentalité, il est dur à venir quand même. Les entreprises libérées, c'est une minorité pour l'instant. On est d'accord. Vous confirmez, Nicolas Arnaud ? Oui, tout à fait. Ça reste une minorité. Moi, il me semble que cette entreprise libérée, c'est une réponse d'un certain nombre d'entreprises aux problématiques plus larges qui sont d'innovation et de flexibilité et d'agilité de nos organisations. C'est une réponse, il me semble, que d'autres entreprises proposent d'autres choses, en tout cas vont moins loin, peut-être par crainte ou par interrogation, mais en tous les cas, ça reste une réponse. Et ça vient ? Vous pensez que ça peut convertir de plus en plus d'entreprises dans les mois, dans les années à venir ? Oui, vous savez, il y a encore 10 jours, j'étais contacté par des entreprises du sud de la France qui s'interrogeaient sur ces mouvements de libération d'entreprises et qui étaient intéressés pour avoir un certain nombre d'éléments et surtout de réponses à leurs questions. Donc oui, ça se diffuse. Alors avant de nous quitter, je me tourne pour la conclusion de cette émission vers notre grand témoin, André Guigou, qui a suivi toute notre discussion dans le public. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie au lycée Nicolas Appert à Orvaux, docteur en philosophie. Vous êtes chargé de cours également à l'université de Nantes. Vous venez de publier cet ouvrage que je montre. Voilà, hop, pour en finir avec le bonheur aux éditions Bayard. Alors, André Guigou, est-ce que vous avez entendu beaucoup de choses, beaucoup de mots, liberté, autonomie, anarchie également. Est-ce que le bonheur est possible finalement dans l'entreprise ? Manifestement, oui, le bonheur est possible dans l'entreprise. Moi, j'ai été très frappé par le fait que certains concepts qui étaient en fait centraux dans ce qu'on a appelé la philosophie du sujet, apparemment reviennent au goût du jour, c'est-à-dire la responsabilité, l'autonomie, l'engagement. J'ai un peu l'impression qu'un individu peut se sentir auteur de lui-même et engagé dans la mesure où une partie de son futur ou de son avenir n'est pas déjà écrit. Or, j'ai un peu l'impression que le bonheur, si on le voit uniquement comme performance, comme productivité individuelle, c'est une somme de pression et de... J'ai été très sensible à ce qui a été dit précédemment. C'est une somme de pression et d'anxiété phénoménale, ce qui fait que c'est une injonction absolument terrifiante. Moi, j'ai écrit ce livre un peu en réaction à l'idée selon laquelle le bonheur devait être une norme. En fait, je suis en train de me réconcilier un petit peu en entendant ce que j'ai entendu précédemment avec certaines choses, dans le sens où je considère que l'entreprise, c'est pas seulement un acte économique, c'est un acte existentiel. Il faut que l'individu redonne un sens à sa vie en étant en partie l'auteur de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Alors à partir de là, à mon avis, il y a une différence à faire entre le bonheur comme productivité, comme performance. Il faudrait se mouler dans une norme qui serait déjà toute faite. Il faudrait être performant dans sa vie privée, dans le sport, dans l'entreprise, dans le travail également, dans la famille, pourquoi pas. Et dans ce sens-là, ce bonheur-là, je trouve qu'il est à la fois mortifère et inhumain. Ici, dans les entreprises libérées, l'idéal n'est pas le bonheur, mais peut-être plutôt la liberté. J'ai l'impression que le bonheur ici, au sens où on l'a entendu, il est absolument inséparable de la liberté et de la responsabilité. C'est-à-dire que le sens premier de l'autonomie, c'est le sujet qui est l'auteur des lois auxquelles il se soumet. Ça a été à la fois l'éthique de Rousseau et celle de Kant. On a fondé la République là-dessus, puisqu'après tout, un peuple autonome, c'est un peuple qui est l'auteur des lois auxquelles il va se soumettre via un parlement, par exemple. Alors, je serais moins sévère que mon voisin sur l'anarchie, puisqu'au fond, l'anarchie, à l'origine, c'est bien le fait de pouvoir agir sans modèle. Donc la liberté, dans mon sens, c'est une liberté qui, par définition, crée de l'ordre. Une liberté qui crée du désordre, ce n'est pas une liberté. Vous laissez un enfant faire des pâtés de sable, il va faire justement des pâtés de sable, il va fabriquer des maisons, mieux que moi d'ailleurs, parce que je ne suis pas très doué, mais enfin il va fabriquer des choses, ou un dessin, il va fabriquer quelque chose qui va être ordonné, structuré, il ne va pas faire n'importe quoi.
Donc une liberté qui détruit, ce n'est pas une liberté. C'est du désordre, c'est de l'ennui, c'est de l'oisiveté ou c'est de la destruction de l'individu, mais ce n'est pas de la liberté. Un petit peu d'anarchie dans l'entreprise, c'est pas mal non plus, c'est ce que vous dites. En tout cas, c'est de la créativité, c'est peut-être quelque chose d'imprévisible qui peut être inquiétant. C'est pour ça que l'élément de confiance, il me paraît déterminant. Parce qu'un individu qui se sent brimé et anxieux de ne pas suffisamment produire et de ne pas obéir à une norme, c'est à un moment donné ou à un autre un individu qui va s'enfermer dans sa propre vie, qui ne va pas se reconnaître dans le travail qu'il produit. C'est pour ça que, désolé de le citer ici, mais ça ne me dérange pas du tout, moi, Karl Marx, après Hegel, avait bien écrit qu'après tout, l'aliénation, c'était le fait de ne pas se reconnaître dans ce qu'on fait. Quand l'individu ne se reconnaît pas dans ce qu'il produit, il est aliéné au sens fort du terme. Alors si je n'avais pas dit que c'était Karl Marx, mais un autre, je pense qu'on serait tous d'accord ici. Donc là, vous saluez en fait la démarche aussi de ces chefs d'entreprise qui, d'une certaine manière, veulent la réussite de leur entreprise, mais peut-être aussi un peu le bonheur de leurs salariés. De l'individu. Alors en tout cas, un bonheur qui n'est pas un bonheur comme performance. C'est pour ça que dans l'essai, je mets des guillemets pour en finir avec le bonheur. Les guillemets sont importantes, c'est peut-être le plus important dans le titre, mais enfin des guillemets comme titre, c'est un petit peu bizarre. Donc j'ai voulu l'habiller un peu autour. Donc pour en finir avec une certaine idée du bonheur. C'est-à-dire, j'ai été frappé par le fait que les livres de recettes du bonheur ont été multipliés par 7 ou 8 en 5 ans. Et je me suis dit... Là, on n'est pas dans une recette, ici. Eh ben non, pas du tout. C'est-à-dire que là, c'est une activité et un projet, ce n'est pas une recette. Si les livres sur la liberté de penser et la démocratie avaient été multipliés par 7 en 5 ans, on pourrait être très inquiet sur la démocratie. Or, je crois qu'on peut être assez inquiet avec une certaine idée du bonheur comme uniquement performance quantitative. C'est pour ça que le bonheur, à mon avis, peut exister évidemment, en tout cas au minimum le bien-être, dans la mesure où l'individu se reconnaît enfin dans ce qu'il produit, c'est-à-dire à travers la responsabilité et la liberté. Merci André Guigaud pour ce regard qui conclut donc cette émission, ce premier Tout Éco en partenariat avec Audencia. Merci à l'école de nous avoir accueillis dans ses locaux, dans cette cafétéria. Merci à toute l'équipe en régie, Annabelle, Cécile, Bertrand, Nicolas, Glenn, et sur le plateau, merci à Aurélie. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du Tout Éco consacré à l'entreprise et à la famille. Tout Éco, bien sûr, à retrouver sur l'antenne de Télé Nantes, mais également sur notre site telenantes.com et nos réseaux sociaux Facebook, Twitter. Merci à tous, à bientôt sur Télé Nantes. Le magazine Tout Éco vous a été présenté par l'école Audencia Nantes.